Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Céline de chez MyFuture, une plateforme pour réfléchir à ton orientation et trouver peut-être ton stage. Je vais vous accompagner tout au long du live. Je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Aujourd'hui, vous allez rencontrer notamment Thierry, qui est directeur d'usine chez Francia Flex, dans le cadre du projet de l'industrie dans le centre Val-de-Loire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous dire d'où vous venez aussi, si vous venez du centre Val-de-Loire. Notamment, on a plusieurs établissements. Je ne vais pas pouvoir tous vous citer, mais en tout cas, j'en cite quelques-uns. Pareil, si vous voulez que je vous mentionne, faites-le moi savoir, puisque j'ai la partie questions. Donc, on a le collège Rosa Parks, Raoul Rébou, Saint-Joseph de la Madeleine 13, Villars de Honnecourt, Marcel Pagnol. Donc voilà, bienvenue ce matin. Et au cours de ce live, vous allez voir beaucoup de choses, notamment le métier de Thierry en images. Donc on verra un petit peu tout ce qu'il peut faire, un cas concret de son métier, son parcours, ce que Thierry aime le plus et aime le moins dans son métier. Comme ça, vous allez pouvoir lui poser tout plein de questions et des clichés et anecdotes aussi de son métier. Remba est la modératrice du jour chez MyFuture et elle va vous remettre toutes les informations dans le chat. Donc, n'hésitez pas à lui parler directement, elle peut vous répondre. Et ensuite, c'est parti, nous allons accueillir Thierry, directeur d'usine, donc, comme je l'ai dit, chez Francia Flex. Bonjour Thierry, comment vas-tu ce matin? Bonjour, bonjour à tous, ça va très bien, je vous remercie. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là, tu es chez toi, tu es en centre Val-de-Loire du coup ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Enfin oui, je suis chez moi, mais je suis dans la région dans l'Isère, du côté de Grenoble. D'accord, bah, écoute, ravie. Voilà. Écoute, on peut commencer, tout de suite par, ton métier en images, comme ça on rentre dans le vif du sujet directement. OK. J'ai vu que tu avais mis, plein de photos. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais moi je ne connais absolument rien au métier de directeur d'usine, donc là je vais apprendre en même temps que vous. Donc voilà, je vais m'ouvrir déjà les questions, d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le faire. Et Thierry, si tu as, la possibilité de nous expliquer ce que tu fais en tant que directeur d'usine, en quoi ça consiste? Alors, bah, la direction d'usine, ça consiste à superviser une équipe, pluridisciplinaire, en fait. Ouh là! Donc moi j'ai Alors, la pluridisciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire? pluridisciplinaire, ça veut dire que j'ai plusieurs, services, une équipe constituée de plusieurs services, en fait. L'objectif, c'est de produire, de fabriquer et pour arriver à fabriquer, il faut, des ouvriers pour assembler les produits, mais il faut aussi un service planning pour planifier les commandes, un service transport pour expédier les commandes, un service, méthode pour, travailler sur les postes de travail et améliorer les conditions de travail. Voilà, c'est tout cet ensemble, toute une équipe, que j'ai sous ma responsabilité avec, qui représente au total 100 personnes, Ah heu oui, quand même! et Et du coup, je me qui je me permets juste, pour voir si vraiment j'ai bien compris ce que tu faisais. Donc quand tu dis superviser, tu veux dire en gros heu, que tu vas en fait manager, piloter c'est des ça. personnes et donc du coup des équipes et dans, ton secteur d'activité, c'est, différentes équipes et il y en a une, qui est dans la production, donc on va produire des choses. Qu'est-ce que tu produis toi dans ton usine? Alors Franciaflex aujourd'hui, Franciaflex est une, société qui est spécialisée dans l'équipement de la baie. Donc on a 4 familles de produits, Dans la qui tournent baie, qu'est-ce que dans la c'est la baie, baie? dans la construction, dans le bâtiment. Ah, dans le Une, bâtiment, d'accord. une baie, c'est un trou dans un mur et ce trou dans le mur, il faut l'équiper. Donc on a 4 familles de produits, la fermeture, Ouais. la fermeture, c'est tout ce qui est volet roulant, volet battant et cetera. On a la menuiserie, tout ce qui est fenêtres, battantes, fenêtres coulissantes, portes d'entrée et cetera. Ensuite, on a le store d'intérieur. Store d'intérieur, c'est, on connaît, généralement le store vénitien ou le store à bande verticale ou le rouleau automatique.
Et puis la Alors, dernière alors je suis désolée, il faut savoir que moi je suis nulle en en tout oui, ça et du coup là tu me dis des mots, je ne les comprends pas. Donc en gros, c'est des stores, ça descend, du coup j'imagine et oui. quand tu dis store vénitien, qu'est-ce que c'est un store vénitien? Un store vénitien, c'est un store à lame horizontale, ce sont des lames qui sont oscillantes pour pouvoir Ah fermer, oui, voilà, ça se replie, enfin OK d'accord c'est ça. et donc Et un store en bande verticale, à l'inverse, c'est des bandes de tissu qui sont verticales et qui elles-mêmes s'orientent pour pouvoir occulter, devant une fenêtre. d'accord, OK, très Voilà. bien. Et donc Heu, la dernière famille de produits pour finir, ouais. parce que c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le store d'extérieur. Et dans le store d'extérieur, ça c'est plus connu, on connaît le terme de store ban ou store de terrasse. C'est les Ah stores que l'on voit déployés sur les terrasses des particuliers ou encore qu'on peut voir déployés sur, les terrasses de café et cetera. Et c'est ce produit plus particulièrement, on le voit en photo à l'écran, je suppose, que l'on oui, fabrique, en bas à droite, c'est ça, tu on voit que l'on fabrique dans mon usine. un store orange C'est et ça, d'ailleurs ça donne envie de partir, en vacances. oui, c'est un peu Heu, fait pour ça. mais du coup, OK, très bien. Donc, si je comprends bien, donc tu travailles dans une usine qui fait, beaucoup de choses différentes. Je pense que Remba, aura l'occasion de tout, répertorier si jamais une information vous manque et ensuite nous, on va se focaliser aujourd'hui sur, la fabrication des stores, ce que tu appelles des Les stores stores ban ou stores de des terrasse. des stores de terrasse. Pour les terrasses et quand, tu disais particulier, tu veux dire, qu'il y a 2 secteurs, particulier et professionnel. Donc professionnel, c'est à destination, des entreprises globalement et Oui, particulier, c'est à destination de tout le monde. c'est Voilà, ça. donc chez vous, vous pouvez avoir un store terrasse, si vous le souhaitez, de chez Franciaflex. C'est bien ça? Tout à fait, OK, voilà. très bien Et et donc alors on voit, pour oui, dis-moi? continuer dans la description, on voit que pour fabriquer un store, on voit si on prend l'image en exemple, le store orange, il est Ouais? constitué d'une armature, il est constitué d'une toile de couleur orange du coup pour l'exemple, et donc moi j'ai des ateliers, différents. Le premier permettant de coudre les toiles, le deuxième permettant de fabriquer les armatures. OK. Et le troisième permettant d'assembler tout ça, de manière à pouvoir faire un produit fini, en fabrication sur mesure, hein, puisque Franciaflex est spécialisé dans la fabrication sur mesure. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, on ne fait pas de stock, on ne fait pas de produits sur étagère. Quand on fabrique un produit, c'est qu'un de nos clients a reçu la commande d'un particulier. D'accord. Donc, ce que tu me dis là, c'est que, par exemple, moi, je commande un store, chez vous, un store, pour ma terrasse. En fait, je peux l'avoir sur mesure, commander exactement ce que je veux et l'envoyer, chez demander chez Franciaflex et Oui, ensuite vous le faites personnaliser en fonction de ma demande. Par exemple, je le c'est veux ça, bleu, plus petit, plus grand et c'est ça. cetera. OK. À la largeur de la terrasse, à la dimension de la façade de la maison et de l'avancée de la terrasse. D'accord Voilà. Par contre, Franciaflex ne fait pas de vente en direct, donc on ne passe que par des professionnels. Donc le particulier qui veut équiper sa terrasse est obligé de passer chez un de nos clients. et vous avez combien de clients? Bon, on doit avoir pas loin de 1000 clients répartis sur tous les territoires. Et OK, bah, très clair. En fait, vous faites, donc juste pour ce secteur d'activité, évidemment, vous en faites d'autres, mais si on reprend l'exemple des stores terrasses, en fin de compte, pour acheter, chez vous un store terrasse et pour l'avoir personnalisé, il faut aller, dans un grand, un grand magasin, qui fait, ce genre de Oui, choses et oui, qu'on le commande en disant: «Bah, voilà ce qu'on veut». c'est ça. On va chez des storistes, on va chez des gens qui font de la véranda, chez des professionnels, qui sont spécialisés dans ce secteur. Et ça se trouve, en fait, je sais pas qui nous regarde, mais ça se trouve, vous avez des stores, en fait, de chez, Franciaflex. C'est possible, c'est possible. Et bah, c'est très clair et donc sur les photos on voit une en bas à gauche, on voit qu'il y a une machine et c'est la machine que tu disais pour coudre le store, c'est ça? Oui, alors ça, c'est l'atelier qu'on voit en photo, c'est un atelier de confection de toile. En l'occurrence, la machine qu'on voit, c'est celle qui permet de couper, les morceaux de tissu à dimension en fonction du besoin du client. Donc c'est une table de coupe automatique et ensuite on est équipé sur, un atelier complet de machines à coudre
Alors, il ne faut pas voir des machines à coudre on peut les voir chez les particuliers. Encore une fois, ce sont ce qu'on appelle des automates de couture, Ah! avec des cadences très, très rapides pour pouvoir confectionner de très grandes toiles. Oui, parce que moi, effectivement, j'ai une machine à coudre et je me suis dit que ça allait prendre pas mal de temps, si je Oui. devais, concevoir un Alors le principe de la couture, c'est le même, hein, mais avec des machines beaucoup plus rapides. oui, bah, je me doute que vous en produisez peut-être beaucoup, à l'année quand même? Oui, tout à fait, oui. Et du coup, la machine qui te permet de coudre, qu'on voit justement en bas à gauche, là où on voit, un tissu, je crois jaune ou Oui. même bleu au-dessus, vous pouvez faire à n'importe quelle taille. Par exemple, je te dis: «Bah, voilà, moi j'aimerais bien un store qui fait, 30 par, 100, centimètres», c'est Oui. possible? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, OK. on n'est pas limité dans les dimensions. Ce qui va limiter la dimension après, c'est la faculté de pouvoir transporter les produits finis, à destination. C'est pas tant la fabrication. OK et du coup, c'est vous aussi qui prenez en charge le transport Non, de alors le transport, on travaille avec des gens dont c'est le métier. On travaille avec des transporteurs, avec différents transporteurs, avec un plan de transport réparti, de façon différente sur tout le territoire en fonction des volumes qu'on a à expédier, dans tel ou tel département. d'accord mais que vous faites quand même, de A à Z le produit et ensuite quelqu'un d'autre le livre en fait chez la personne, quoi. C'est ça. Et en haut à droite, je vois, alors je connais pas du tout, j'ai l'impression que c'est une visseuse-dévisseuse, mais ça ne doit pas absolument Du pas être tout. ça, je pense. Non, non. Non, en Mais fait, comme je le disais, on commande, on fabrique le produit en fonction du besoin du client et le client, il choisit, 3 choses sur, on va dire 3 options sur un produit. Il choisit d'abord la couleur de la toile, il choisit la manœuvre du produit, s'il veut une commande manuelle, une commande électrique et il choisit en dernier recours, en dernier lieu, il choisit la couleur de l'armature. C'est-à-dire que l'armature, on peut l'avoir de la couleur que l'on veut. Et donc, la photo dont tu parlais, c'est une cabine de laquage. C'est-à-dire qu'on reçoit de nos fournisseurs des produits bruts et c'est nous qui les mettons à la couleur. C'est nous qui laquons les produits à la couleur. et quand tu parles en fait, tu as un store, tu as la toile, donc ce qu'on Oui, a vu qui est cousu dans vos, ateliers, qui est orange en l'occurrence sur la photo et ensuite tu as, en fait, toutes les parties, bah, là on voit que c'est noir, enfin oui ça a été on voit un j'imagine profil laqué devant. en noir, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Et donc là, vous pouvez le faire à n'importe quelle couleur. Je te dis: «Bah, moi j'aimerais bien, j'en sais rien, du jaune», c'est Oui, possible. oui. On n'est pas limité. On travaille avec ce qu'on appelle, sans rentrer trop dans le technique, mais on travaille avec ce qu'on appelle une gamme RAL. Et la gamme RAL, c'est le nom qui est utilisé dans le bâtiment notamment, hein, et dans l'industrie. OK. C'est ce qui permet de définir le coloris très précis que veut le client. Il doit y avoir 8 ou 900 coloris différents. Et RAL, ça s'écrit comment? RAL, tout simplement. RAL, OK. Bah, Remba, si tu, nous Voilà, écoutes, tu peux mettre, la définition de RAL, je pense que ça peut intéresser. D'accord, donc en fait, vous personnalisez, de bout en bout le store tout bateau, à fait. le store terrasse. Et après, je vois, que sur tes 2 autres photos, il y a des bâtiments. C'est là où, vous produisez, vos Oui, tout à fait. Alors la vue aérienne, on voit le plus grand des bâtiments de couleur claire, là, c'est l'usine principale. ouais? Et on voit un petit bâtiment en haut à gauche de la diapo. C'est, un bâtiment annexe dans lequel justement on a installé la chaîne de laquage pour pouvoir colorer les armatures. Donc la cage pour information, pour ceux et celles qui nous regardent, c'est, quand on colore enfin, quand on va, heu, envoyer de la couleur sur un C'est ça. élément brut, quoi. Et pour envoyer de la couleur, on a 2 techniques. On a soit de la peinture liquide, un peu comme, on le fait dans l'automobile par exemple, Ah oui, quand soit du on fait toute la carrosserie d'une voiture. c'est ça. C'est un peu le même principe pour le store, mais au lieu de projeter de la peinture liquide, on projette de la poudre. Ah, vous Donc projetez de la c'est poudre et ça oui. accroche bien aux matériaux? C'est la technique s'appelle le poudrage électrostatique et donc la poudre est attirée sur la pièce et ensuite on rentre dans un tunnel de cuisson, ça s'appelle comme ça, pour pouvoir cuire la poudre sur la pièce. C'est ce qui la fait tenir sur le produit. Voilà, c'est D'accord la et technique aussi qui est utilisée par exemple pour les portiques de balançoires ou pour les garde-corps ou ce genre de choses.
C'est, alors moi j'ai juste compris balançoire, mais c'est déjà très parlant. Et donc du coup, vous avez 2 techniques pour mettre de la couleur sur quelque chose et qu'est-ce qui va faire que vous choisissez une technique plutôt que l'autre? Donc nous, on n'utilise que la partie poudre. La partie On a que cette technique-là. On n'est d'accord, pas en peinture liquide. OK. D'accord et vous avez, donc là, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, en fin de compte, vous avez quand même, quelque chose, d'assez énorme en termes d'usine. Vous devez, être, enfin, tu m'as dit Oui. au tout début, vous êtes, 100, c'est ça? Oui, il y a 100 personnes et les 2 au total sur les 2 bâtiments, on a 15 000 m² de 15 000 surface. m². Ah oui, c'est énorme. D'accord, donc en fait, tu fais ta marche tous les jours en, passant d'un bâtiment à l'autre, quoi? Oui, c'est ça, oui. Ça fait pas mal de monde à voir et de surface à couvrir, oui. Ouais, je me doute. Sachant que dans la particularité du store, comme c'est de la protection solaire, et qu'on fait que du sur mesure, on n'a pas de produit sur stock. On fabrique le produit au moment où on a la commande et évidemment, tout le monde, fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'on va commander des stores que quand il commence à faire chaud, au même titre qu'on va acheter des chocolats quand c'est les périodes de Noël. Donc on a une activité qui est très saisonnière Ouais, et pour compléter les 100 personnes qui travaillent avec moi, on embauche du personnel intérim en saison. La saison, c'est du mois de mars à fin juillet à peu près et on d'accord. embauche du personnel intérim et suivant les années, on arrive à doubler les effectifs. On passe à 200 personnes. Donc OK, donc en fait, vous avez, enfin je reformule juste parce qu'il y a des mots un peu techniques. Du coup, vous embauchez, donc vous allez recruter des personnes pour vous venir en aide sur une saison particulière de l'entreprise, c'est-à-dire de mars à À juin, juillet, à fin à juillet. juillet, pardon et après qu'est-ce que tu, oui et les effectifs, c'est, quand on dit effectif, ça veut dire, le nombre de personnes au total C'est ça, le et nombre de salariés, qu'on va employer au plus fort de la saison, on peut passer de 100 personnes à 200 personnes. d'accord, OK, donc au double de personnes pour, maintenir, une cadence et enfin maintenir un rythme quoi Mmh. et ensuite tu as parlé d'intérim et intérim, juste pour information, c'est un contrat, qui permet, de travailler sur une certaine durée. Donc il y en a plusieurs en France notamment, il y a intérim, CDI, CDD et c'est des termes, qui permettent en fait, d'avoir un contrat plutôt qu'un autre. Donc quand on est embauché dans une entreprise, pour par exemple 2 mois, on passe par une agence d'intérim et donc on est embauché en tant qu'intérim. C'est ça, c'est un Donc contrat à durée déterminée. à durée déterminée, ouais, exactement. Et OK, très bien. Bah, très clair en tout cas sur, ton métier. Merci Mmh mh. beaucoup. Et toi, comment, on va s'intéresser un petit peu plus à toi après Oui. pour ton parcours. Je voudrais sauter les étapes, mais on va passer à la suite. On va partir sur un cas concret, de ton métier pour, vraiment, bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je regarde un petit peu, donc bonjour Yann. Je regarde, OK. Merci Remba pour les différentes, définitions. Je vais y arriver ce matin et ensuite le cas concret. Donc au niveau du cas concret, on t'avait demandé quelles étaient tes missions et tu nous as dit superviser. Donc ça veut dire, bah, en fin de compte, gérer une équipe de monteurs et les services de support et production. Alors beaucoup de mots techniques. Qu'est-ce qu'une une équipe de monteurs et qu'est-ce qu'un service de support et production déjà? Alors, service support, il faut savoir qu'au centre de mon organisation, j'ai ce qu'on appelle les monteurs. C'est-à-dire que ce sont des salariés chez moi qui montent, assemblent les produits en fonction des commandes. Voilà. OK, Et pour arriver à faire tourner une ligne de montage, il faut oui, avoir autour de cette ligne de montage, il faut avoir un ensemble de services supports qui vont permettre la réalisation des montages des produits, dans la continuité, en flux ce qu'on appelle en flux permanent. Donc pour ça, il faut quoi? Il faut pouvoir, j'ai des magasiniers par exemple qui amènent les pièces au pied des postes de montage. J'ai un service planning qui récupère les commandes des clients, qui sont évidemment informatisées. Toutes les commandes arrivent, l'informatique, fonctionne la nuit et on récupère les nouvelles commandes tous les matins. Et donc on a un service qui récupère les commandes informatiques, qui imprime des ordres de fabrication. Des ordres de fabrication, c'est les documents qui vont donner les instructions aux ouvriers, monteurs, pour pouvoir assembler les produits. Voilà.
D'accord, donc Et ensuite, j'ai un service, transport qui, en fonction du volume de produits à transporter, du volume de commandes qu'on va fabriquer tous les jours, ouais. va pouvoir dimensionner le nombre de camions ou le nombre de mètres carrés qu'on a besoin dans chacun des camions en fonction des destinations. Et comme je le disais tout à l'heure, comme on a une activité Ouais. qui est saisonnière, si on prend au plus bas de l'année, c'est-à-dire en ce moment sur le premier trimestre, on fabrique, à peu près 20 entre 20 et 30 produits par jour et 30 stores par jour, et quand on Mmh. est en pleine saison au mois de juin, on monte jusqu'à 200 produits par jour. Donc évidemment, la structure n'est pas la même pour arriver à faire 200 produits par jour contre 30 à cette époque. D'accord, donc en gros, la mission, que tu as donc c'est de gérer toutes les équipes qui sont à des, secteurs bien précis, c'est-à-dire qu'il y a des monteurs, monteuses, donc eux, ils vont assembler en fait, tout ce qui a été créé. C'est-à-dire on reprend notre exemple, un store terrasse, il faut assembler la toile, il faut assembler, l'élément électrique qui fait monter et descendre, le store. Oui. Donc tout ça est assemblé par cette équipe-là et ensuite, quand tu parles de service de support et production, tu parles des autres équipes que tu as nommées, et pour à titre d'exemple, c'est par exemple, tu m'as dit, ceux qui, La partie planification, par exemple, pour la amener partie les ordres de fabrication sur les lignes ouais, de production. ouais, donc en gros, il y a des personnes en fait, c'est comme s'il y avait une ligne, à suivre et que chaque personne a son poste bien défini C'est et ça, et donc la première de quoi? chacun apporte sa pierre à l'édifice, j'ai Oui, envie de dire. voilà, sa contribution et donc la première équipe, va par exemple, faire ce qu'on appelle enfin nous, ce qu'on appelle, des un cahier des charges. Donc, un cahier des charges, c'est, tout ce qu'on a à faire dans la journée. Oui. Et donc là, ça va être à peu près la même chose, en tout cas de ce que j'entends. Mmh. Donc pour monter le store, comment faire? Est-ce que, cette pièce-là va s'assembler avec cette pièce-là et cetera? C'est Et ça. cette C'est ce feuille qu'on oui, dis-moi? c'est ce qu'on appelle chez nous un ordre de fabrication. C'est-à-dire Un ordre là-dessus, de fabrication. sur OK. cet ordre de fabrication, on retrouve, le nom du produit, et Ouais, sous le nom du produit, on retrouve toute la liste des tâches à effectuer, et on ouais. retrouve toute la liste des pièces à utiliser pour pouvoir monter le produit. OK, donc un ordre de fabrication, un ordre de fabrication, donc ça, j'y relate, en mots, mais c'est pas assez parlant. Donc oui, c'est quelque chose où il y aura écrit exactement quoi faire et ensuite C'est ça. cette feuille-là, elle va être donnée, au monteur ou aux monteuses et cetera et cetera. Le produit fini va être donné à quelqu'un et pour le transporter, chez la personne. Donc c'est vraiment, très organisé, ton entreprise, j'ai l'impression et Ouais, il faut. notamment, toutes tes équipes et donc j'imagine que tu rencontres des problèmes, forcément, puisqu'on en a toujours quand on travaille. L'idée, c'est de les éviter le plus possible, mais parfois on en rencontre. Et là, tu avais Oui. mis les problèmes qui peuvent subvenir, c'est bah, fédérer les équipes. Donc, ça veut dire rassembler tout le monde, Oui, oui, après, rassembler les équipes. en fait, il y a 2 points principaux. Il y a le côté humain, Ouais, qui est, enfin, sans dire que ce soit un problème, mais c'est en tout cas un challenge à c'est un challenge, la gestion des effectifs, à faire arriver à ce que tout le monde, chacun avec ses qualités, ses défauts et sa vision des choses, arrive à faire travailler tout le monde en équipe. Ça, c'est le premier point, et le deuxième point, comme je le disais toujours, parce que c'est vraiment important chez nous dans notre activité, l'activité saisonnière fait que, le pic de charge est très compliqué à gérer, dans la ouais, mesure où il faut arriver à approvisionner suffisamment de matière pour pouvoir, passer le pic de charge, et il faut également, trouver le personnel compétent au niveau des agences intérim avec lesquelles on travaille, heu, pour arriver à les former et à les intégrer au moment où la charge va se présenter, et ça, c'est un 2e challenge important. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu insister sur ces 2 parties-là. L'activité saisonnière est vraiment, une activité particulière. C'est pas un long fleuve tranquille, chez Frontier Fox. oui, je me doute. Donc en fait, ce que tu nous dis là, c'est que, quand tu dis gestion des pics de charge, ça veut dire que,
pendant une période, donc tu l'as dit tout à l'heure, hein, très bien, de mars à juillet, tu vas avoir énormément de travail, donc il y a énormément de choses à faire pour toutes les équipes et donc là, tu auras besoin de recruter de nouvelles personnes, sauf qu'évidemment, bah, en fait, ça se, travaille en amont, c'est-à-dire que, bah, il faut recruter les personnes bien en amont avant que cette charge arrive parce que sinon elles sont pas formées, en fait, C'est ça. Il faut pour anticiper. faire ce travail. Il faut an ce qu'on appelle anticiper, exactement, et donc fédérer les équipes, ça veut aussi dire, bah, les rassembler, faire en sorte que tout fonctionne, que tout, cette chaîne dont on parlait tout à l'heure où toutes les équipes apportent quelque chose, bah, en fait, il faut s'assurer à chaque fois et c'est ce que tu fais Thierry, que tout fonctionne bien en temps et en heure, parce que sinon, s'il y a, une coquille un petit peu dans ça, c'est un petit peu, plus difficile à gérer au C'est ça, quotidien. c'est ça. Et donc les solutions que tu nous as données, c'est communication, échange, j'imagine avec les équipes et parcours d'intégration du personnel intérim, ça veut dire, les former, avec un parcours spécial. Vous mettez en place quelque chose? Oui, tout à fait. On a une organisation très complète autour de l'intégration. On travaille, en partenariat avec l'agence intérim et donc une fois qu'ils ont fait le sourcing et le recrutement, les personnes chez nous passent des tests d'aptitude et une fois qu'elles ont réussi leurs tests d'aptitude, ensuite, en fonction du poste sur lequel on les a destinées, on va les former dans un enfin une entité, sur lesquelles on a reproduit des postes de travail, de manière à les mettre en situation. Ça veut dire qu'une fois qu'on les lâche après dans l'atelier, qu'on les laisse intégrer les équipes de monteurs, ils ont déjà la notion de ce qu'ils vont faire. Ils découvrent pas tout sur le poste de travail et ça fait gagner du temps. Ça permet de faire gagner du temps, ça permet de mettre à l'aise le personnel intérim. Ça permet aussi de voir si la personne arrive à faire ce qu'on va arriver à faire ce qu'on va lui demander et ça permet aussi à la personne en intérim de voir si ça va lui plaire ou pas, si elle se sent d'assumer le poste ou pas. Donc on est gagnant-gagnant dans ce mode de fonctionnement. OK et si je reprends ça, tu me dis si j'ai mal compris, quelque chose. Donc en soi, tu vas faire en sorte que, bah, tout le monde soit bien formé. Ça, c'est, Mmh. la l'objectif, 1 et pour, faire en sorte que tout le monde, soit bien formé à son poste, tu vas les recruter en amont et tu vas mettre tout un parcours et tu disais tout à l'heure, j'ai entendu, test aptitude. Qu'est-ce que c'est des tests aptitude? Alors au niveau on n'a pas besoin d'avoir de qualification particulière au niveau du montage des produits, mais on fait des tests, très simples, hein, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec les chiffres, donc on fait des tests autour de la lecture, autour du calcul, savoir utiliser un mètre pour mesurer un produit, une longueur, parce que dans nos postes de travail, on fait très souvent comme on fait du sur mesure, on est amené souvent à prendre des mesures justement. Donc ce sont des tests très simples. On fait des tests de dextérité parce qu'il faut avoir un petit peu d'agilité. Mmh. Donc on leur fait, ce sont des petites tablettes où on fait monter des vis, des rondelles, des écrous suivant des consignes particulières pour voir, si les gens comprennent les consignes et si, ils savent s'exécuter, assez rapidement. D'accord et ben, écoute, il y a Ange, qui nous met un commentaire et qui nous demande sur quoi sont basés les tests d'aptitude, mais tu as répondu et ensuite elle me demande quelles sont les connaissances qu'il faut avoir pour réussir le test. Tu as en partie répondu, il faut pas forcément avoir de Pas de connaissances connaissances particulières. particulières, mais du coup, être agile parce que du coup, c'est un métier qui demande beaucoup de, enfin de faire avec ses mains aussi, soit porter des choses, soit, heu, C'est un métier qui est le monteur de store, c'est un métier qui est très manuel. manuel. Donc il y a pas de système, il y a pas de machine automatique, il y a pas de c'est un métier qui est très manuel, Ouais. et c'est un métier qui demande à retenir beaucoup d'informations, à l'instant T pour pouvoir fabriquer le produit conforme à la demande du client. Parce qu'on a une gamme qui est très large et on a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités et donc de ce fait, beaucoup de possibilités de se tromper dans le montage. Donc oui, vous avez comme tu dis, vous avez énormément de produits et donc ça comme il y a beaucoup, beaucoup de produits, ça crée enfin forcément, beaucoup plus de difficultés, parce il y a énormément de choses à penser et en fait, il faut être bien, bien organisé déjà C'est soi ça. et après pouvoir, ce côté un peu manuel que tu disais, il faut forcément l'avoir quoi dans Mmh. dans tes équipes.
tout à OK, fait. et on me demande aussi, est-ce que tu as une journée type en tant que directeur? Alors non, il y a pas de journée type parce que, manager du personnel, ça réserve, son lot de surprises au quotidien, j'ai envie de dire. Après, moi, j'ai pour habitude de faire une réunion avec mon encadrement, tous les matins. Une Ouais. réunion, face L'encadrement, c'est une équipe, c'est ça? Je me permets de oui, te alors, l'encadrement, en fait, moi, je suis pas tout seul, hein. J'ai une équipe pour, m'aider à diriger, les 100 personnes. Donc OK, avec moi, j'ai, sous ma responsabilité, j'ai un responsable de service dans chacun des services et donc j'ai, dans mon équipe rapprochée, j'ai 9 personnes, 9 cadres, OK. et c'est avec eux qu'on manage et qu'on fédère les équipes. Donc tous les matins, on fait un point de situation sur, quel est le carnet de commandes, combien de produits on a sortis la veille, est-ce qu'on a du retard, est-ce qu'on a de l'avance, est-ce que, par exemple, on a des ruptures de composants, est-ce qu'on a des problèmes d'absentéisme, est-ce qu'on a des problèmes de machines, de panne machine, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est un rituel, on fait ça tous les matins. Ça permet que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, si par exemple on a eu, un accident du travail la veille ou un presque accident ou si voilà, ce genre de choses. Donc Et on partage beaucoup d'informations le matin de manière à ce que chacun ait la vision globale de ce qui se passe au quotidien. Et puis après, moi, je donne les directives et je donne également par exemple, la liste des commandes à suivre. Il y a des fois des commandes urgentes, il y a des fois des clients qui ont fait des demandes particulières. Donc, voilà, on partage ce genre d'informations tous les matins. et tu fais Et une puis réunion ensuite, avec toutes les personnes de l'usine, les 100 personnes ou non, 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 uniquement les 9 personnes qui sont sous ma responsabilité. Après, les chacun va 9? relayer OK. l'information nécessaire, en fonction de son périmètre. OK, donc c'est un peu une pyramide. Toi, tu es un peu, bah, la personne, qui va manager, tout le C'est monde, ça. donc qui va donner un petit peu des actions à faire dans la journée, Oui. et du coup, tu as 9 personnes qui, eux, pareil, donc c'est comme si vous aviez 2 lignes. Eux, c'est pareil, ils vont manager d'autres personnes, À leur qui sont niveau, en dans leur usine, service. en usine et qui sont dans leur service et cetera, et en fait, C'est ça ça. crée, une pyramide, et c'est beaucoup de responsabilités, j'imagine, pour toi, dans ton travail? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ce qui est passionnant. Et la gestion du stress, aussi. Si on devait Oui, bah, avoir après des qualités, dans ton bon, on va les voir, je spoil un petit peu, mais oui, après, avec le temps, on apprend à gérer le stress, mais c'est vrai que l'activité saisonnière fait que c'est un peu plus stressant que si on avait une activité constante toute l'année. d'accord, et du coup, ton métier, on l'appelle, directeur d'usine, c'est ça? C'est ça, directeur d'usine. D'accord. Bah, en tout cas, très intéressant et concret, donc c'est super chouette, et je vais en profiter pour passer, à ton parcours, pour en savoir un petit peu plus, sur toi, parce que j'ai des questions qui me viennent. Donc il y a 3 choses qui sont écrites, mais évidemment, c'est pas, Oui, heu, bah, tout ce qui s'est mon passé dans part ta carrière, j'imagine, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est, bah, déjà, qui tu étais après, enfin, en troisième, et puis, après la troisième, toi, tu avais fait un c'est même pas après la troisième, c'est en troisième, tu as fait un bac technique ou? oui, Heu, c'est ça, j'ai fait un bac technique. d'accord, À l'issue de ce bac technique, j'avais la possibilité sur 2 ans de passer un BTS en fabrication mécanique. J'étais intéressé, à l'époque quand j'étais plus jeune, sur la partie tout ce qui était, mécanique. L'avantage du BTS, en fabrication mécanique, c'est, des études qui prennent 2 ans après le bac. ouais, Et pourquoi fabrication mécanique, à l'époque? Parce que j'ai trouvé que ce BTS-là permettait, d'offrir, comment dire? Proposer des connaissances variées. C'est-à-dire qu'on touchait à l'électricité, on touchait à la mécanique, on touchait à l'automatisme, on touchait au dessin industriel. Donc il était assez large, un spectre assez large et donc c'est ce qui m'a intéressé. OK. Donc j'ai suivi ce BTS en fabrication mécanique et que j'ai eu d'ailleurs au bout de 2 ans et Félicitations. ceux qui avaient eu ce diplôme-là avaient l'opportunité de passer un deuxième BTS, en bureau d'études, mais sur une seule année au lieu de 2. Et donc juste, pour pouvoir accéder à ce BTS en une seule année, il fallait trouver un stage d'entreprise, que j'ai trouvé dans une entreprise, dans le sud de la France et cette entreprise, à la fin de mon stage, m'a demandé si j'étais intéressé par un poste CDI et c'est comme ça que OK, je me suis alors là, lancé.
Tu nous as fait toutes les 3 étapes, je vais revenir sur chacune et comme ça on Oui. aura le dénouement, final, après les études. Donc après la troisième, tu as fait un bac technique. Pourquoi tu as fait un bac technique? Tu venais de quel lycée, pour faire ton bac technique? Moi, j'étais à un lycée, alors j'étais sur enfin, ce qu'on peut appeler la branche traditionnelle, mais mes loisirs, c'était plutôt quand j'étais plus jeune, c'était plutôt de bricoler, démonter les mobylettes, changer des moteurs, voilà, c'était ça qui m'intéressait, donc je suis parti naturellement vers la mécanique. D'accord, OK. Donc oui, c'est ce qui t'a plu, parce que quand tu dis bac technique, tu faisais de la mécanique à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça et on avait cette notion de fabriquer, d'utiliser des machines-outils, Mmh. par exemple faire du tournage, du fraisage, du rabotage, je ne sais pas si ça parle Ouais, alors à moi certains, ça me mais parle parce que j'ai eu ouais, la chance de visiter pas mal d'usines, puisque comme c'était le cas, on a un grand projet avec l'industrie. En tout cas, on met en valeur, un peu, tous les métiers, en tout cas, on essaye de mettre en valeur, bah, comme le tien, les métiers de l'industrie, que ça soit en Centre Val de Loire ou en Normandie dans ce projet-là et d'ailleurs, vous allez en avoir, pour toute la semaine. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rentrer dans les entreprises et de savoir enfin ce que c'était un fraisage puisque moi je savais pas, je pensais que c'était à base de fraises, enfin le truc, ouais, c'est forcément pas quoi. tout à fait ça, ouais. Non, c'est pas tout à fait ça, mais vous pouvez regarder des lives métiers, il y a vraiment de quoi faire, pour, les explications par rapport à ça et donc du coup, toi, donc bac technique, OK et au lycée, tu étais comment? Donc tu aimais beaucoup la mécanique, mais tu Oui. étais bon à l'école, ça allait? J'étais on va dire moyen. J'étais ni mauvais, ni bon, ni très bon, j'étais, dans la moyenne. Voilà, Tu restais à 10 quoi? j'ai toujours été dans la moyenne tout au long de mon parcours, scolaire. D'accord et c'est pour ça que tu as fait donc tu as décidé de continuer, après ce bac-là que tu as eu et du coup, tu as fait un BTS fabrication mécanique, toujours dans la même optique j'imagine parce que, Oui, tu aimais bien ça? alors, le plus que j'ai trouvé, sur ce BTS, c'est qu'il y avait une importance qui était donnée au dessin industriel et j'ai également toujours, aimé le dessin et donc j'avais envie d'être formé sur la partie, dessin industriel, le dessin alors à l'époque évidemment où j'ai passé mon BTS, il y avait pas il y avait pas l'informatisation d'aujourd'hui, il y avait pas AutoCAD, il y avait pas tous les logiciels de dessin, donc tout était fait à la main, hein, sur des grandes planches à dessin, sur des grandes feuilles de calque avec du stylo encre, donc ça remonte à quelques années, mais j'étais passionné par le dessin. Dessin industriel, OK et donc Oui, c'est toi qui faisais, toi-même les comment dire? Les les plans des pièces ou ouais, les schémas, voilà, on a été formés pour ça. donc c'est un peu artistique aussi? Artistique non, parce que ça répond à des règles très précises, donc non, c'est pas trop de l'art, non, non. C'est plutôt, Par mathématique? contre, il y a une vision, c'est pour arriver à travailler sur du dessin industriel, il faut avoir, une vision 3D, arriver à voir, la pièce en 3D pendant qu'on la dessine. Ah C'est oui, OK. il y a cette notion-là C'est qui est assez importante. particulier. Il faut être Ouais. bon, en maths, dans ton bac ou dans ton BTS, c'est quoi la matière qui est la mieux, à avoir? Bah, les maths avaient une importance C'est assez fort. marquée, hein, sur le BTS fabrication mécanique. OK. Parce qu'après ça permet quand on fait des calculs de résistance, par exemple sur les matières, Ouais, il y a une notion mathématique à avoir. Alors après c'est pas du haut niveau en mathématiques, hein, mais il faut quand même être bon en maths, oui. OK et moi j'ai une question, parce que ça me vient là. Est-ce qu'il faut être dans ton métier, est-ce qu'il faut parler des langues, anglais, espagnol, Alors, aujourd'hui c'est un plus, mais à l'époque c'était pas marqué. Donc, c'est quelque chose, c'était pas marqué. Donc, en plus c'est pas des choses que les langues étrangères ne m'ont jamais passionné. Donc, j'ai pas poussé là-dessus, on va dire. D'accord, OK. Donc aujourd'hui, tu en as pas besoin dans ton métier? Non, puis quand on a besoin, le peu qu'on a besoin en technique, on trouve facilement de la traduction, sur Ouais, internet maintenant, donc c'est pas un frein. OK. Et bon, bah, super chouette et après, donc après, les études, donc tu as eu à la suite de ton BTS comme tu expliquais, tu as eu une opportunité donc tu as eu un stage, fallait faire un Oui. stage, J'ai fait un stage pour accéder au deuxième BTS et pendant ce stage, ils m'ont proposé un CDI que j'ai accepté. et du coup tu as interrompu ton deuxième C'est ça. BTS pour accepter le CDI?
C'est ça, oui, je suis rentré dans la vie active à ce moment-là, donc pas dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, hein. Je suis rentré dans la vie active, dans une entreprise qui fabriquait puisqu'ils cherchaient un dessinateur justement Ah ouais, pour, c'est une entreprise qui fabriquait à l'époque des transmissions à cardan, waouh, pour ceux à transmission qui à ça cardan. pour ceux à qui ça parle, pour le monde agricole. Tout ce que vous branchez, tout ce que vous accrochez derrière un tracteur, Mmh. pour lui donner un mouvement, il faut mettre une transmission à cardan. Et donc je travaillais dans cette entreprise, qui travaillait également pour l'armée, puisqu'on fabriquait des transmissions à cardan pour les chars à l'époque, Pour les chars, les d'accord. chars d'assaut, oui. Ah ouais, Et les donc chars d'assaut, d'accord, tu as à ce une autre titre-là, vie. j'ai fait un dossier pour, pouvoir, éviter le service militaire. On travaillait pour l'armée, mais ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fini par être rattrapé pour aller faire mon service militaire. D'accord, OK. Tu es ah oui, j'ai des questions qui arrivent après, je les pose. Mais avant ça, bah, j'en pose une d'ailleurs, c'est, pourquoi avoir fait 2 BTS? Alors le 2e BT enfin, je ne l'ai pas fait puisque je l'ai interrompu, mais l'idée c'était d'aller, c'était beaucoup plus, le 2e BTS ça s'appelait le BTS bureau d'études et il était plus orienté sur le calcul, et la résistance des matières et les traitements thermiques. Et Et finalement tu as trouvé OK. c'est des choses qu'on n'avait pas abordées sur le BTS fabrication mécanique et du coup, je m'étais dit que ça me donnerait une expérience plus large encore après pour pouvoir, me lancer dans le monde du travail. Ouais, beh, c'est Mais vrai. bon, du coup, j'y suis pas allé parce que j'ai eu cette opportunité. Oui, donc finalement tu as jamais regretté parce que, tu en es là aujourd'hui en tant que directeur d'usine et ça me permet de poser Oui, les alors après la vie fait qu'on va d'opportunité en opportunité donc ouais. en fait, quand je suis parti faire mon service militaire, Mmh. puisque là, j'ai pas eu le choix, j'ai été appelé donc malheureusement, la société qui m'avait embauché en CDI a déposé le bilan. Donc je me suis retrouvé à la Donc sortie du ça veut dire service qu'elle a militaire. fermé, juste pour que Voilà. Oui, donc oui, ta société a fermé, tu t'es retrouvé, j'imagine, bah, du coup faut va falloir il a fallu que tu retrouves quelque chose et c'est ça. Et donc à la sortie de l'armée, je me suis remis à chercher du travail et c'est là que j'ai trouvé l'entreprise Fonciaflex. Donc ça fait, aujourd'hui 36 ans que je suis dans la même entreprise. ah oui, 36 ans, d'accord, OK, et comment tu as fait pour devenir directeur? Ça, c'est une autre question qu'on me pose. Alors ça, c'est voilà, la vie est faite d'opportunités, j'étais pas destiné à encadrer du personnel, hein. Après, c'est venu, petit à petit, quand je suis rentré chez Fonciaflex en 87, ils cherchaient un technicien qualité, OK. donc je suis rentré pour mettre en place, des modes opératoires, des gammes de contrôle et cetera sur les lignes de production Mmh. et puis j'ai eu la chance de tomber dans une entreprise qui connaissait une forte croissance à l'époque. Ouais. On faisait 20 à 25 de croissance par an, ce qui est énorme, hein, ça n'arrive plus aujourd'hui. Donc quand on fait de la croissance, ça veut dire que, forcément il y a, ce qu'on appelle des indicateurs, enfin des choses qui augmentent, C'est ça. par exemple Le le chiffre chiffre d'affaires, le chiffre voilà, d'affaires a qui augmenté, gagne donc plus d'argent. comme on a augmenté, il a fallu, on a doublé l'effectif en 3 ans Donc et l'effectif, donc est salarié. il a fallu se structurer, hein. Franciaflex, c'était, quand je suis rentré, il y avait 15 personnes, aujourd'hui il y en a 100. Ah oui! Et donc petit à petit, on s'est structuré et une fois rentré comme technicien qualité, on a monté un service, méthode maintenance, donc je suis devenu responsable du service méthode maintenance et ensuite, on a continué à croître en nombre de personnes, en effectif et passé 50 personnes, il a fallu, créer un poste de responsable de production. Donc bah, j'ai postulé à ce poste et j'ai été retenu, c'est un poste que j'ai occupé pendant 12 ans, responsable de production. Et ton responsable Heu, de production, ça voulait dire, aussi, piloter des équipes en fait, comme tu l'as c'est ça, expliqué. c'est-à-dire que c'est une personne que j'ai aujourd'hui sous ma responsabilité, le poste existe toujours, mais lui, Et il tu ne s'occupe diriges que de donc la partie montage, la partie, assemblage. Voilà, d'accord, donc en fait, tu as fait toutes les étapes de l'usine, c'est ça. avant d'arriver en tant que directeur, d'usine. Finalement, tu es passé par, beaucoup de postes différents, mais au moins tu les connais et tu sais, quels sont, J'ai la chance de connaître par cœur, l'organisation, les ouais. produits et les gens, Et tu puisque as pu aider aujourd'hui pour structurer comme tu en parlais tout à l'heure, donc c'est organiser, ça veut dire, bien, mettre dans des cases quelque chose et donc c'est hyper chouette. Tu as pu participer en fait à la et c'est un mot un peu compliqué, la structuration de l'entreprise. oui, c'est la structuration, l'évolution, oui, Ouais, c'est une belle expérience, une belle super. expérience.
En tout cas, tu as un beau parcours. Merci beaucoup de le partager, avec nous et à la suite, donc à la suite de ça, enfin, je parlais de ton stage, donc tu es rentré dans une, première entreprise, tu as eu ton service militaire et ensuite, enfin, je fais globalement et ensuite tu es Oui, rentré c'est chez ça, Franciaflex. tout à fait. OK. Et ben, on peut passer à la suite, vu que, vu que c'était très clair. Moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail et qu'est-ce que, tu aimes le moins faire, en tout cas, dans les habitudes? Est-ce que tu as mis le plus il y a écrit relations humaines et produits fabriqués. Donc les relations humaines, j'imagine avec les personnes que tu manages au quotidien, Oui, mais les relations humaines en général, je pense que pour faire, ce métier, tout est basé sur la relation avec les gens Ouais. et donc voilà, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. J'aime le contact avec les gens, j'aime, la relation avec les gens donc le fait d'avoir un challenge, de pouvoir, manager des équipes, fédérer, les gens pour les amener vers un objectif commun, en essayant de les faire avancer tous à la même vitesse, en prenant soin de laisser personne au bord de la route. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé donc j'ai pu l'exercer quand j'étais responsable de service et puis après responsable de production et maintenant en tant que directeur d'usine. Donc OK. c'est des choses qui me passionnent et puis le deuxième point, c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps chez Franciaflex, c'est les produits qu'on fabrique. C'est quand même alors effectivement, c'est pas des comme on a l'habitude de dire, c'est pas des produits de première nécessité, hein. La protection solaire, ça reste, un produit de loisir, on va dire. Mmh. C'est pour améliorer son habitat, mais on a la chance de travailler dans un produit noble avec, beaucoup de couleurs, avec beaucoup de l'atelier de confection, travailler avec du tissu, c'est plaisant, c'est plaisant. Voilà, alors il y a pas je vais pas faire de comparatif avec d'autres métiers, mais si vous travaillez par exemple dans la fonderie, c'est beaucoup plus dur comme métier ou dans la sidérurgie. Nous, on a la chance de produire et de faire du produit fini et de voir et de se rendre compte de l'utilité de ce qu'on fabrique. OK. Donc c'est plaisant, c'est très plaisant. Bah, écoute, en tout cas, c'est vraiment, très chouette, de nous partager ça et dans les relations humaines que tu peux avoir, avec ton équipe, enfin avec, les différentes équipes, est-ce que vous avez une cohésion? Enfin, est-ce que vous vous rassemblez pour des événements? Est-ce que vous mangez ensemble? Comment ça se passe au niveau de l'ambiance, générale, en fait, de l'usine? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Par exemple, on a un repas encadrement, on fait un repas je fais un repas avec mon équipe rapprochée une fois par mois, donc voilà, après on a quelques occasions en fin d'année, on se regroupe entre nous, mais bon, ce qui est important, au-delà de ça, c'est le relationnel au quotidien. Parce qu'on passe énormément de temps, sur le lieu de travail Oui. et voilà, c'est les relations, moi ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est les relations qu'on peut avoir avec chaque personne, Mmh. connaissant leurs qualités, leurs défauts, la façon dont on va réagir. Comme ça fait longtemps que je suis là, c'est j'arrive à anticiper les conflits que moi je peux avoir avec certains et j'arrive à anticiper les conflits ou à sentir les conflits qu'il peut y avoir entre 2 personnes et moi mon rôle c'est d'intervenir et d'adapter mon intervention pour faire en sorte que le conflit s'apaise ou évite d'éclater au contraire. Donc oui, tu évites, OK. Quand tu parles de conflit, des en fait, des personnes qui peuvent, avoir, des avis différents, en fait et du coup, tu es là, bah, pour apaiser la chose et en disant: «Bah, voilà, on va trouver des solutions, il y en a toujours et il y a pas de souci là-dessus, quoi». Oui, tout à fait. Et puis OK. quand vous fixez des objectifs à des équipes, ça peut être souvent des objectifs, on va dire, contradictoires ou antinomiques. Si vous prenez, le patron des magasins, son objectif ça va être d'avoir le minimum de stock parce que le stock coûte cher et si vous prenez le responsable de production, bah, lui ce qu'il va vouloir c'est avoir suffisamment de matière pour ne jamais arrêter ses lignes de production donc si chacun respecte à la lettre son objectif, on peut générer des conflits si on n'y fait pas attention. Ouais. OK. Bon, bah, en fait, tu gères, beaucoup, beaucoup de choses et ce qu'on voit aussi, c'est que ce que tu aimes le moins, c'est des prévisions commerciales. Alors qu'est-ce que c'est des prévisions, commerciales? C'est Alors des ça, je l'ai chiffres, mis, hein, ce j'imagine? que ce que j'aime le moins, oui, c'est parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on fabrique que du sur mesure et notre point fort et c'est là-dessus qu'on veut se positionner parce qu'on fabrique quand même un produit haut de gamme.
qui est réputé haut de gamme, mais donc le prix va avec le haut de gamme. Et donc, en fabriquant un produit sur mesure, à délai court, notre communication pour la vente, c'est produit sur mesure à délai court, haut de gamme. D'accord, Une OK. fois qu'on s'est dit ça, les prévisions commerciales sont très importantes. Pourquoi? Parce que, pour fabriquer des produits, il faut des composants. Aujourd'hui, notre délai de fabrication quand, un particulier a commandé un store, c'est, à peu près entre 8 et 15 jours, de délai de fabrication, et pour approvisionner la matière, on est entre 6 et 12 semaines de délai. D'accord. Donc, notre travail, le gros du travail, c'est de l'anticipation, et pour faire des bonnes prévisions d'achat, il faut avoir des bonnes prévisions de vente, et ça, c'est très difficile à obtenir. C'est OK, pour ça que je donc l'ai mis dans ce que on j'aime vient le moins. Ce que j'aime le moins, pour être plus clair, c'est d'arriver à associer les prévisions d'achat en fonction des prévisions de vente. OK. OK, OK. Donc oui, et quand tu parles d'anticiper, juste pour votre info, ça veut dire, prévoir en fait, ce qui va se passer, vraiment, tout prévoir, tous les chiffres et cetera, qui peuvent, être associés à l'activité de Thierry. Hem, OK, je vois que le temps tourne, je te pose, juste, bah, j'ai une petite question, de Ingrid, du collège Molière. Merci Ingrid et bienvenue. Combien alors elle me demande combien êtes-vous rémunérés et les autres employés? Je pense que, elle te demande plutôt quelle est la tranche en fait, potentiellement sur ton poste en tant que junior quand tu es arrivé peut-être, à l'époque. Combien on pouvait toucher sur une tranche de la plus basse à la plus haute, bah, voilà, sur ton Je poste. comprends. Alors, la fourchette de salaire, elle est pas fonction liée, elle est pas forcément liée à l'ancienneté, il y a un peu de tout. Il y a de l'ancienneté, il y a le périmètre du poste, il y a le nombre de personnes, il y a le chiffre d'affaires, enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de Mmh. compte pour pouvoir estimer une rémunération, mais la rémunération se situe entre 60 et 80 000 € par an, en brut. 60 et 80 000 €. OK, très bien. Bah, en tout cas, c'est un chiffre. Si Remba, tu peux juste nous mettre, combien ça fait en net, du coup par mois, pour les 2, comme ça, c'est peut-être un peu plus parlant pour tout le Oui, monde. il faut enlever 20, entre 20 et 25. OK, ouais. Donc, super, merci beaucoup pour avoir répondu à ça. Je file à la dernière question que j'ai. Tu as répondu au cliché anecdote et du coup, le tien est: «Les collaborateurs ou collaboratrices ont fait preuve de résilience». Alors résilience, ça veut dire, on fait preuve de patience face à des événements imprévus, donc qui n'ont jamais été, qui sont pas prévus quoi, Oui. comme la Covid-19 ou encore à cause d'une cyberattaque. Du coup, une Ah cyberattaque, oui, c'est quand on attaque directement, l'informatique d'une entreprise, qu'on va au cœur de l'informatique et qu'on prend c'est des ça, données. c'est ça. Donc Et vous donc, avez eu une cyberattaque? alors pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en 2020, on a tous, traversé la même période, hein, la période du covid, début 2020. Donc, malheureusement, on s'est retrouvé du jour au lendemain, en plein démarrage de saison, à être obligé de fermer l'entreprise. Donc on a fermé l'entreprise pendant 7 semaines, et ce qui est énorme pour nous, hein, au mois de mars. Ouais. Et donc, pourquoi j'ai été marqué par cette période? Parce que, il s'est la résilience pour moi, c'est la faculté, de chacun des salariés à s'intéresser au plus près de ce qui se passe et être proche des événements, de manière à pouvoir, comprendre, voire dans certains cas proposer leur aide pour qu'on puisse redémarrer le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. On pourrait dire, les gens, on a fermé l'entreprise, ça leur fait des vacances supplémentaires, mais pas du tout. Les gens, il y a des réseaux sociaux, enfin des groupes sur les réseaux sociaux qui se sont créés, des gens qui ont trouvé par tous les moyens ont réussi à rester en communication Mmh. avec la direction, avec l'organisation, et quand on a redémarré, tout le monde a répondu présent. Les gens étaient impatients de revenir et de redémarrer leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose, moi qui suis sensible aux relations humaines justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et Bah, c'est qu'ils quelque chose veuillent qui reste, revenir en fait, et qu'ils veulent venir oui, c'est quelque travailler, chose qui restera gravé pour moi, cette volonté d'être préoccupé par ce qui se passe. Et alors, vous allez me dire, c'était leur travail qui était en jeu, mais heu, voilà, c'est quelque chose qui j'ai été agréablement surpris par la réaction des gens.
d'une majorité de personnes. Et la même année, il se trouve que le Covid, c'était au mois de mars et au mois de décembre, on a été ce coup-là victime du cyberattaque. Donc ça veut dire que, des gens sont rentrés dans notre système informatique et ont détruit une grosse partie de données Ah oui. et donc on a perdu toute la comptabilité, on a perdu beaucoup de choses. Ah ouais, On a d'accord. perdu tout notre système de gestion, on a perdu tous les bons de commande, enfin tout il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Ça devait être impressionnant, et surtout complètement déstabilisant, pour, Tout à fait. Tout à fait. Donc là, pareil, on a été obligé de fermer, 5 semaines. mmh, On a fermé mi-décembre, on a rouvert courant janvier. OK. On a été obligé c'est des périodes où on fait des inventaires de fin d'année. Donc aujourd'hui, les inventaires sont très informatisés. On sort des listes à servir. Enfin, il y a un travail considérable qui est fait par l'informatique. Du fait qu'on ait perdu toutes ces données, on est Ouais, revenu à faire des inventaires comme on les faisait il y a 15 ans en arrière et chacun y a mis de la bonne volonté pour que tout se passe bien. Donc là d'accord. aussi, c'est encore une fois la résilience du personnel à vouloir, bien faire malgré tout et ça, je trouve que ça m'a marqué en tout cas. Bah, en tout cas, je pense qu'ils vont être ravis de l'entendre, s'ils te Voilà. voient, aujourd'hui, en live métier, ça fait toujours plaisir d'entendre ça quand tu es salarié, et oui, on a de la compassion, pour, bah, pour toutes les entreprises qui ont vécu, la Covid-19 et puis une cyberattaque aussi, forcément. Donc Difficile, oui. donc voilà. Bah, écoute, on arrive à la fin de ce live métier. Je vais devoir, te laisser, mais avant ça, j'ai eu une question et je pense elle est, assez sympa pour terminer, cette interview. On me demande quels conseils tu donnerais pour, bah, à tout le monde, à tous ceux qui souhaitent, s'orienter, comme toi, qui souhaitent avoir, ton domaine d'études ou en tout cas, voilà, bah, faire partie, d'une usine. C'est difficile de répondre à cette question, mais moi, en 1er lieu, par rapport à tout ce que je vois et toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui, alors c'est pas un conseil d'orientation, mais c'est montrer ce qu'on a envie de faire, montrer qu'on a envie. Aujourd'hui, heu, trop souvent, on croise des gens qui n'ont pas les yeux qui pétillent, j'ai envie de dire et Ouais. donc ça, pour moi, c'est important, c'est de montrer aux gens ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut apporter. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner parce que quel que soit le domaine, quelle que soit l'orientation qu'on prend, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on veut avoir, moi, j'étais pas du tout destiné à encadrer du personnel. J'ai été retenu parce que je pense que, il faut montrer ce qu'on a envie, ce qu'on est capable et ce qu'on peut apporter, la volonté qu'on a d'y arriver. Ça, pour moi, Ouais, avoir c'est envie en fait, envie tout court de c'est ce faire qui son peut manquer travail et aujourd'hui, quand je fais, quand je reçois des CV, quand je fais du recrutement, voilà, il faut donner envie, faut donner envie. Ça, c'est pour moi, c'est important. ouais, donc en fait, il faut être motivé. Donc si vous êtes motivé, que vous avez envie, de travailler, bah, dans une usine ou en tout cas, dans cette conception ou dans les différentes équipes, bah, n'hésitez pas, déjà à poser vos questions et puis à vous renseigner aussi sur l'entreprise, Francia Flex, Voilà parce que mis à part ça, on va arriver dans la période là, on est en janvier, donc mars, donc vous allez bientôt chercher des personnes. oui, tout à fait. Donc voilà et je vais devoir terminer ce live. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour, ce live métier avec toutes ces informations-là. J'espère que tu as apprécié également et Oui, puis, apprécié. Merci à toi pour ces échanges. merci beaucoup et puis moi, je vais conclure, tout de suite. Pour t'inscrire à nos événements, en tout cas, rendez-vous sur My Future Live. Donc il y a Remba qui va, mettre, le lien. Il y a énormément de lives, énormément de visites d'entreprises. Donc là, on part directement au cœur d'une entreprise, interviewer, 3, personnes. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, à voir et à poser comme questions. On va t'envoyer un petit questionnaire tout de suite dans le chat. Donc, n'hésite pas à donner ton avis parce que ça nous permet, bah, de savoir, ce qui t'a passionné, ce qui est, à améliorer. Donc, nous, ça nous aide et ensuite, on se retrouve, cet après-midi et c'est également moi qui ai animé ce live métier. On se retrouve pour découvrir le métier de Benoît, qui est directeur régional, chez Derichebourg et cette fois-ci, c'est en Normandie, toujours dans l'industrie. Comme vous le savez, on a un projet avec l'industrie, donc on découvre les métiers de l'industrie cette semaine. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire.
On se retrouve pour de nouveaux lives également, si vous n'êtes pas dispo, cet après-midi. On en a le mardi, jeudi de 11 heures à on en a un à 15 heures et le mercredi et vendredi à 11 heures. Donc, on se dit à très vite. Je vous souhaite un bon appétit et puis à cet après-midi. Salut. Au revoir à tous.